bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Damien Terry. Bonjour. Bonjour. Député fédéral et maire, premier échevin et président du conseil communal de Linkebé. On en parlera à la fin de cette interview. Tout d'abord, je voudrais parler avec vous, Damien Terry, de cette régularisation exceptionnelle de la famille de Maouda, qui sera accordée ou pas. Mais en tout cas, ça se fera collégialement au sein du gouvernement. Il n'est pas question de laisser le seul Theo Franken décider. Pourquoi c'est le gouvernement qui décide et pas le secrétaire d'État? Peut-être pour commencer, rappeler qu'il s'agit d'une situation vraiment extrêmement douloureuse, extrêmement tragique, que personne ne voulait. Je crois également qu'il y avait 3 possibilités pour essayer de régulariser la problématique de la famille en question. Et donc ce sont les avocats de la famille qui ont pris la décision d'aller dans cette direction. Alors c'est vrai que c'est une prérogative du secrétaire d'État Franken, mais il y a une volonté de la part du Premier ministre de prendre une décision collégiale, même si elle sera prononcée par le secrétaire d'État par après. Mais donc pour être certain que toutes les sensibilités soient bien prises en compte, parce qu'en définitive, ce qu'il faut avant tout, c'est trouver une solution honorable pour cette famille qui est dans la détresse. Le ministre Baclen, ce matin, disait que la réponse devrait être quand même plutôt positive à cette demande de régularisation exceptionnelle. C'est votre avis aussi? Oui, je pense sincèrement, parce que au-delà de cette tragédie, il y a aussi toutes les émotions qu'on peut ressentir dans ce genre de situation, et puis surtout une famille qui est vraiment en détresse. Et donc ce que nous devons absolument faire, c'est tout faire pour les aider, et je pense que ce sera le cas. Alors, les avocats de la famille de Maouda ont décidé d'attaquer Bardo-Wever et Theo Franken pour avoir divulgué des éléments de leur dossier individuel. Est-ce qu'il y a eu dérapage là de ces deux responsables NVA? À nouveau, c'est toujours une situation extrêmement délicate, parce que je pense que chacun, lorsqu'on prend une position claire, on doit argumenter cette position. Et je pense qu'ici, dans le cadre de cette argumentation, un certain nombre d'éléments ont été donnés. Pouvaient-ils l'être ou pas? Ça, c'est à la justice à faire son travail. Mais il est évident que, encore une fois, il faut essayer non pas de couvrir l'un ou l'autre, mais bien de trouver la solution pour pouvoir aider cette famille à s'en sortir. D'accord, mais enfin, vous bottez en touche par rapport aux responsabilités de ces responsables NVA. Ils ont aussi dit, Yann Yambon et Bardo-Wever ont aussi dit, c'est la faute des parents aussi, ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas un dérapage NVA? Est-ce que la NVA n'est pas, sur ce type de dossier-là, un véritable boulet pour le MR? Oh, je ne sais pas si c'est un boulet pour le maire. Ce que je sais, c'est que le type de communication qui est utilisé régulièrement par le secrétaire d'État n'est pas toujours un type adapté. Ça lui a été reproché à plusieurs reprises. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est être certain que peu importe ce qui est dit ou avancé comme argument, il faudra voir, bien entendu, aussi, au stade actuel, nous n'avons pas la finalité de l'enquête qui est en cours. Mais encore une fois, s'il y a une bavure, il faut qu'elle soit sanctionnée. Et d'un autre côté, s'il n'y en a pas eu, puisque je sais que le chauffeur qui conduisait la voiture en question n'a pas répondu aux injonctions de la police, je crois que ce sont tous des éléments qui doivent rentrer en ligne de compte. Mais ce qui est vraiment, vraiment dramatique et tragique, c'est évidemment la perte d'une vie, d'un enfant de 2 ans qui n'a rien demandé. Et c'est vraiment sur cette réflexion-là que nous devons avancer pour que ce genre de cas de figure ne se produise plus, en sachant également que probablement, qu'en ce qui concerne toute la problématique des passeurs auxquels sont confrontés les migrants, il faudra probablement qu'on ait là une politique beaucoup plus ferme encore pour les empêcher de nuire. C'est-à-dire vers les passeurs et pas vers les migrants. Bien entendu, bien entendu. Alors, je voudrais vous montrer ces images. C'est des images d'un certain Mamoudou Gassama, un sans-papier malien qui, ce week-end, a sauvé un enfant de 4 ans accroché au 4e étage d'un immeuble parisien. Là, on le voit, il a grimpé avec souplesse, à la force des bras, les 4 étages pour finalement arriver à sauver ce petit garçon. Et ce matin, le président Macron a décidé de régulariser ce Malien, ce héros malien, on l'appelle Spider-Man. Alors je voudrais connaître votre réaction. A, c'est un exemple à suivre par Theo Franken. B, c'est une situation exceptionnelle. C, j'aurais fait de même.
Eh bien, écoutez, un peu les trois. Donc, c'est très difficile de prendre position dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que c'est un acte théorique, c'est évident. Que ce soit Theo Franken ou peu importe quel autre politique, il faut effectivement se référer à ce qui s'est passé ici. J'aurais fait de même. Si j'en avais la capacité, je l'aurais bien entendu fait. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est de se dire qu'avant tout, nous sommes tous des hommes et des femmes et que là où on peut aider son prochain, il faut le faire. C'est manifestement ici ce qui était le cas. On ne peut que s'en féliciter. Alors, en matière de pension, toujours dans l'actualité fédérale, on risque de ne pas comprendre grand-chose dans cette histoire de liste de métiers pénibles approuvés par 2 syndicats en discussion avec le ministre des Pensions, mais pas par le VLD et la NVA. On se demande parfois s'il y a un pilote dans l'avion. Est-ce que le ministre Baclaine a-t-il été désavoué? Et avant que vous répondiez, je vais vous faire écouter Ahmed Laouej, qui était à votre place ici vendredi. Et voilà ce qu'il disait de cette séquence concernant les métiers pénibles. Clairement, ici, on a des aveux du ministre Baclaine sur un sujet qui est fondamental, qui est celui des pensions, et notamment la liste des métiers dits pénibles qui permettent d'avoir accès à une pension convenable dans des conditions améliorées. C'est ça qui est en cause aujourd'hui. Donc ça veut clairement dire aujourd'hui qu'il y a une fissure au sein du gouvernement et que le ministre des Pensions est complètement déshabillé par ses partenaires de majorité. Alors, est-ce qu'il est déshabillé? Est-ce qu'il y a une fissure? Voilà ce que dit le chef de groupe PS à la Chambre. Mais vous disiez également, est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion? Je peux donc vous assurer que Daniel Baclaine est le pilote qu'il fallait pour réformer les pensions. Je crois qu'il montre à quel point cette réforme est extrêmement complexe. Et il y a une volonté dans son chef de trouver une réforme qui ne défavorise personne et qui remette tout le monde au même plan. Alors, sur le même plan. Donc, il y a la problématique comme M. Laouej vient de le dire, de savoir s'il y a une liste et est-ce que tout le monde s'entend par rapport à cette liste. Donc il y a effectivement un cadre légal qui a été défini. Ce cadre légal qui a été entériné par le gouvernement demande à M. Baclaine d'entamer les discussions pour faire une liste avec les métiers pénibles. Mais bon, M. Baclaine a toujours dit aussi que ce n'était pas en une fois qu'on pourrait parvenir à résoudre le problème. Et donc quand j'entends que certains pourraient dire qu'il n'y a pas de liste, non, il n'y a évidemment pas de liste définitive, mais il faut quand même bien... il y en aura il faut un plan de travail, et puis bien entendu, il y en aura une. Et je crois que c'est là-dessus qu'on doit avancer. Ce que je constate également, c'est qu'il y a une volonté, en tout cas de la part de 2 syndicats, de jouer le jeu et de travailler dans l'intérêt des futurs pensionnés. Et je constate aussi que la FGTB, qui n'est autre que le bras armé du Parti socialiste, ne joue pas le jeu pour l'instant. Donc je suis un petit peu surpris qu'on vienne avec ce genre de propos, mais il y a peut-être une volonté de la part de M. Laouej ou bien du PS d'instrumentaliser ce qui est fait comme travail pour l'instant. Et tout le monde sait que c'est un travail de longue haleine, mais ça fait aussi plus de 30 ans et je pense que certains ministres socialistes d'antan qui étaient des ministres des pensions auraient pu faire le travail bien avant. Nous ne serions pas dans la situation dans laquelle on est ici. Cette réforme est absolument nécessaire. Oui, sauf qu'on arrive en fin de législature quand même, on a quelques mois de la fin de la législature fédérale, il va quand même falloir arriver à quelque chose en matière de pension. Est-ce que vous vous donnez un délai pour arriver à terminer ce travail sur la pension? Alors en ce qui concerne le délai, il faudra demander au ministre lui-même qu'il se prononce par rapport à cela. Je sais qu'il ne veut pas s'enfermer non plus dans un agenda pour lequel on pourrait lui reprocher par après de ne pas avoir été suffisamment proactif. Et je pense justement que la manière dont il travaille pour l'instant nous permettrait d'attendre une solution avant la fin de la législature. Mais ce qu'on peut envisager aussi, c'est de reconduire la même majorité maintenant après 2019 et peaufiner le travail qui aurait été fait par le ministre Baclaine. Et comme ça, vous serez sûr d'arriver à la fin de votre plan pension? De toute manière, on arrivera à la fin de ce plan pension parce qu'il est nécessaire pour la survie de la Sécu, entre autres, mais pour la survie de la pension, du système de pension belge. Donc il n'a plus été revu depuis l'après-guerre. Il était grand temps de faire ce travail. M. Baclaine le fait et de la plus belle manière. Alors, ce soir, il y a conseil communal à Linkebeek. Vous y serez, vous présidez le conseil, vous êtes premier échevin. Mais il y a un peu de tension à Linkebeek, puisqu'on connaît maintenant la position des autres échevins et de la bourgmestre actuelle. Pour les élections communales, ils ne seront pas sur la même liste que vous. Ils ont décidé de créer une autre liste. Donc, exit l'Union des francophones. Est-ce que ça veut dire aussi exit Damien Thierry? Alors, plusieurs éléments. Exit Damien Thierry, non, absolument pas, puisque ça fait maintenant plus de 12 ans que je mène une majorité dans l'intérêt non seulement des Linkebeekois, mais aussi en travaillant pour la défense de toute la francophonie, que ce soit pour des communes avec facilité ou sans facilité. Il y a effectivement 2 échevins
trois, disons, qui ont pris le pari de faire une liste dissidente en me reprochant un management trop strict. Mais il est exact que j'ai travaillé aussi dans le privé pendant 20 ans, où on demande un management strict, mais surtout rigoureux, et certainement de manière dans le domaine de la finance, mais en plus un management efficace. Et donc reprocher un management rigoureux et efficace, ça je ne le comprends pas. Et je pense que la population ne le comprendra pas ou ne le comprendrait pas non plus. Donc grâce à ce management, je suis parvenu à éviter d'augmenter les impôts alors que certains dysfonctionnements au niveau financier avaient été constatés d'une part au niveau du CPS et d'autre part au niveau de la zone de police. Et donc je crois qu'il était temps, et heureusement, que je suis parvenu à remettre de l'ordre dans ces dossiers. Sans ça, la population se voyait imposer une augmentation d'impôts ici en 2019. Mais vous parlez de dysfonctionnement, notamment au sein du CPS. CPS est dirigé par votre frère, qui n'est pas dans le même parti que vous, parce qu'il est chez Défi. Est-ce qu'on a à Linkebeek le même genre d'histoire qu'à Bastogne, entre les frères Ludgen? Est-ce qu'il y a une bagarre entre les frères Thierry à Linkebeek? Non, il n'y a pas de bagarre spécialement entre les frères Thierry. Il y a simplement une bagarre de la finance. Et donc, je demande que le président de CPS soit plus rigoureux. Oui, c'est ça. Donc, mais qu'il soit plus rigoureux par rapport à la gestion financière du CPS. On a constaté en 2014 que ni son budget, ni son plan pluriannuel n'étaient suffisamment conséquents. Et puis, on a été obligé de voter contre ce budget qui, par après, a été remodifié. Et donc, ce qui a permis au CPS, malgré tout, de fonctionner. Donc, l'action sociale, pas de souci. Mais par contre, la gestion financière, elle était dramatique et il a fallu remettre les choses en place. Alors, Olivier Minguin, le président de Défi, signalait qu'il fallait absolument conserver l'union des francophones, à Linkebeek comme ailleurs. Et donc, s'il fallait que vous, Damien Terry, fassiez un pas de côté pour arranger les choses, il fallait le faire. Qu'est-ce que vous répondez, Olivier Minguin? Donc, je suis très content d'entendre que M. Minguin dise qu'il faut préserver l'unité des francophones, parce que c'est exactement mon message également. Et donc, la meilleure manière de préserver le message l'unité des francophones, c'est de faire comprendre à la population que deux listes, et certainement une liste dissidente qui serait créée par 2 ou 3 dissidents, n'a aucune raison d'être dans l'intérêt ni des Linkebeekois ni des francophones. Et donc j'ai toujours eu, et je suis par la force des choses devenu quelque part un symbole de la francophonie en périphérie. Ce serait très dommage ou très dommageable de supprimer d'une symbolique comme celle-là, parce qu'au FDF, soyons très clairs, ou chez Défi, il n'y a personne d'autre pour me remplacer. Donc voilà, je suis très content par contre que M. Minguin soit d'accord pour faire respecter cette unité des francophones. Et donc mon appel est celui-ci, c'est que M. Minguin puisse dire à ses troupes à Linkebeek et autre part que cet intérêt doit être avant tout celui des francophones, et donc qu'il rappelle à l'ordre les personnes qui seraient dissidentes de la liste actuelle à Linkebeek. Et si jamais ça ne se fait pas, est-ce que ça veut dire que le MR pourrait quitter les autres unions francophones? Il risque évidemment il pourrait y avoir des conséquences sur d'autres listes dans d'autres communes, mais encore une fois, il reste, je crois, 3 mois et demi avant les élections. Moi, je laisse vraiment la porte ouverte au retour à la négociation, certainement à Linkebeek, parce que je pense que tout le monde aura bien compris qu'on a tout intérêt à continuer à travailler ensemble, donc avec une seule liste. Merci Damien Thierry. Demain, Jean-Christophe Peuzès recevra Céline Frémaux. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.